Ciao les fans, une bombe vient d'être lâchée dans le monde de la Formule 1, Vettel et Ferrari se séparent. La saison des transferts est un passage assez fou dans la Formule 1, mais il est assez rare que de si grosses annonces aient lieu avant même le début de la saison. Une place chez Ferrari, c'est toujours très convoité, il est donc temps d'en parler. En témoigne le décor, je ne suis pas chez moi et je serai accompagné de Teddy qui fait son retour. Coucou. Voilà, vous étiez nombreux à le demander, il est de retour. Il est clair que la place de Vettel a été remise en question, mais pour bien comprendre tous les ficelles de ce divorce, il faut remonter un peu dans le temps. C'est parti. En 2013, Sébastien Vettel remporte un 4e titre consécutif avec Red Bull, mais l'Allemand semble sentir que la page va se tourner. Speechless. I'm speechless. We have to remember these days. We have to remember these days. There's no guarantee that they will last forever. La révolution de 2014 redistribue les cartes et Red Bull n'est plus l'équipe à battre. Désormais, les numéros 1 sont Mercedes. Chez Red Bull, Vettel est rejoint par Ricciardo et la tendance en interne semble doucement pencher vers la nouvelle star de la marque autrichienne, surtout lorsque celui-ci remporte sa première victoire au Canada. Vettel perd peu à peu sa place de leader et se questionne sur son avenir. Alors qu'on pensait que la clé de transfert était Alonso, Ferrari surprend tout le monde en annonçant l'arrivée de Vettel en 2015. Sébastien rêvait de suivre les traces de son idole Schumacher et le début de la collaboration se passe à merveille. En effet, Sébastien remporte sa première victoire en rouge dès la deuxième manche. Le reste de la saison, Sébastien fait de très bonnes courses et affiche un moral excellent. Il remporte 2 autres grands prix, une pole position et pointe même à la 2e place du championnat pour un temps. Il finira 3e et les meilleurs espoirs sont placés sur lui en 2016. La safety car anéantit les espoirs des rouges en Australie et le renouveau Ferrari ne se concrétise pas. L'écurie italienne perd le contact face à Mercedes avant de se faire devancer par Red Bull. 2016 ne sera pas un bon souvenir, mais Seb est confiant pour l'avenir. En 2017, les changements de réglementation permettent à Ferrari de revenir se battre devant. Sébastien Vettel et Lewis Hamilton, les 2 meilleurs pilotes de leur génération, vont se battre pour le titre. Vettel remporte la première et la 3e course de l'année, mais Mercedes reste forte. Les 2 protagonistes se retrouvent en Espagne pour une passe d'armes remportée par Hamilton. Vettel remporte Monaco après un coup stratégique sur Raikkonen. Mais les problèmes arrivent au Canada, Vettel vit une course difficile et montre un premier signe de faiblesse par un coup bas à Bakou. C'était une blague. Oui. Elle était pas drôle. Ah ok, je peux continuer? Oui. D'accord. À Singapour, Vettel est le favori et doit remporter la course pour se donner les meilleures chances de titre. C'est un coup dur pour Vettel et le reste de la tournée asiatique n'est qu'une longue série de désillusions. Parti en fond de grille à Malaisie avant d'abandonner à Suzuka pour un problème de bougie. Le titre semble s'échapper et Vettel perd la main. Au Mexique, il s'accroche avec Lewis au départ et Verstappen gagne la course et Hamilton gagne le titre. Vettel vient de perdre le titre en partie à cause de son équipe. Mais Sébastien aura laissé transparaître quelques faiblesses émotionnelles. La voiture semble encore meilleure en 2018 et le quadruple champion du monde enchaîne avec 2 succès en début de saison dont une victoire magnifique à Bahreïn. Vettel est-il de retour? En Chine, Vettel peut prendre de l'avance sur Hamilton, mais Verstappen en décide autrement. Les Mercedes semblent très fortes, mais Sébastien domine au Canada et s'impose magnifiquement chez son adversaire à Silverstone. À ce moment-là, Sébastien est en pleine forme et beaucoup le voient champion du monde en fin d'année. On arrive à Hockenheim et Sébastien signe une pole position incroyable alors qu'Hamilton n'est que 14e à cause d'un problème. Le lendemain, comme à ses plus belles heures chez Red Bull, Vettel s'échappe vers sa première victoire à Hockenheim. La pluie arrive et l'Allemand a 10 secondes d'avance, mais dans le stadium, la carrière de l'Allemand bascule. Une erreur alors qu'il était en tête, la pire chose. S'ajoute à ça un élément qu'on n'a pas encore évoqué, la pression d'être un pilote Ferrari. Lewis remporte la course et la suivante, mais en Belgique, Vettel redresse la barre en remportant sa 52e victoire en carrière, devenant le 3e pilote le plus victorieux de l'histoire. Alors que cette course pourrait remettre l'Allemand sur de bons rails, il doit faire face au reste de son lieutenant Raikkonen qui signe la pole position en Italie. Vexé par son équipe, Sébastien fait la tête et veut reprendre son dû en course. Mais dès le départ, Vettel s'enfonce encore un peu plus. Après une erreur chez lui, il en fait une 2e au pays des tifosi. Pas bon. À Singapour, Vettel a encore de l'espoir pour le titre, mais Lewis est trop fort. Au Japon, Sébastien perd son sang-froid en attaquant trop précipitamment Verstappen et il récidive à Austin. Le moral de l'Allemand est atteint et subit la pression d'Italie. La victoire de Raikkonen repousse le sacre d'Hamilton, mais ce n'est que partie remise, car l'Anglais devient 5 fois champion du monde au Mexique. Sébastien ne peut qu'applaudir. Vettel, blessé dans son orgueil, doit se préparer à accueillir son nouveau coéquipier, Charles Leclerc. Beaucoup remettent sur la table le duel perdu par Vettel face à Ricciardo en 2014, alors que Leclerc affiche ses ambitions. Le management ambigu de Binotto laisse entendre que Vettel est le numéro 1. De plus,
Alors que Ferrari semblait dominer les essais hivernaux, ils doivent payer le prix de leur orgueil et assumer une défaite cuisante en début d'année. Mais à Bahreïn, les rouges sont devant et Leclerc est devant Vettel. Le jeune s'envole pour sa première victoire tandis que Seb refait une erreur. Le contraste est saisissant et le doute se renforce. Malgré tout, Vettel semble capable de jolis coups d'éclat avec une pole position incroyable au Canada. La suite, j'ai pas envie d'en parler. Si Vettel reste plutôt régulier en course, Charles est plus souvent en position d'en remporter une. La place de numéro 1 de l'Allemand est contestée. En Italie, Sébastien refait une erreur tandis que Leclerc réalise le rêve de beaucoup de tifosi car il remporte le Grand Prix d'Italie. Mais l'Allemand profite du flou stratégique pour remporter sa seule victoire de l'année à Singapour. En Russie, ce flou lui permet de rester en tête et de s'échapper comme à ses plus belles années. Mais le moteur Ferrari rend l'âme. Il entretient la flamme de ses fans avec une pole position magistrale au Japon, ruiné dès le départ quelques heures plus tard. Dans cette saison qui aura vu Vettel devenir peu à peu l'ombre de celui qu'il était, une dernière péripétie a lieu au Brésil avec un accrochage fratricide qui ressemble fortement à celui de Turquie 2010. Vettel semble démotivé et Leclerc continue son ascension avec son nouveau contrat qui le place à égalité avec l'Allemand. La suite, vous la connaissez. Sébastien semble avoir perdu ce qui a pu faire de lui le champion que Ferrari attendait. Et de multiples changements en interne ont transféré l'attention vers le prodige monégasque. Vettel n'a plus la cote du début des années 2010 et la renégociation de contrat ne s'est pas faite comme voulu. Du point de vue de Ferrari, Vettel reste un pilote important mais son salaire n'est plus vraiment justifié. Et qu'on soit fan de Vettel ou non, il faut bien admettre que l'Allemand est sur le déclin. Du côté de Vettel, on sent que le soutien n'est plus suffisant et la pression du pilote Ferrari devient trop importante pour continuer dans de bonnes conditions. Et puis surtout, Vettel n'a jamais été un numéro 2. Il y a donc la place la plus convoitée du plateau qui se libère et c'est Carlos Sainz qui a été choisi pour remplacer Vettel. Chose que je n'imaginais pas il y a quelques jours, voilà, ça m'a un petit peu surpris, je m'attendais pas à ça. Mais vu que je suis bon en pronostic, fallait peut-être pas s'attendre à ce que j'ai raison. Je voyais plutôt Ricciardo en rouge, mais pourquoi Sainz et pas l'Australien ou un autre? Le problème de Ricciardo serait dans la gestion interne parce que l'Australien ne voudrait pas revenir dans l'ombre d'un pilote. Je ne parle pas de la piste, mais en interne. En revanche, pour la piste, Ferrari a intérêt d'éviter un genre de remake de 2019 avec deux pilotes trop proches. En disant ça, je ne dénigre pas Sainz, mais vous allez comprendre pourquoi. Sainz est arrivé en F1 en 2015 et a dû faire face à Verstappen. Pas ridicule, face au protégé néerlandais, l'Espagnol a vite compris que les débouchés dans l'écurie mère seraient délicates. De plus, la pression Red Bull s'est avérée contre-productive pour l'Espagnol, qui a donc changé de team en cours de saison. 2017, désormais pilote de la marque autrichienne prêtée à Renault, Sainz se sent mieux mais pas complètement à son aise. L'étiquette Red Bull pèse encore dans la balance. En 2018, Nico Hülkenberg bat Carlos Sainz qui ne s'est jamais correctement adapté à son équipe. De plus, Renault annonce l'arrivée de Ricciardo et Sainz doit aller voir ailleurs. Il trouve refuge dans l'équipe de son idole et le remplace en 2019. Et c'était un excellent choix. Sainz devient un pilote très important pour une équipe en reconstruction. Une ambiance plus saine libère enfin l'Espagnol, et cela se ressent en piste. Une saison réussite, exemplaire avec des remontées folles et un podium au Brésil sur tapis vert qui se solde par une 6ème place et un statut neuf pour l'Espagnol qui semblait quelques mois auparavant doucement enterrer ses perspectives de carrière. Mais pour moi, Sainz a atteint son pic de performance en 2019 et je le vois pas faire beaucoup mieux. De plus, il n'a pas l'expérience de se battre devant, ce qui est un bon argument pour Ferrari pour placer le pilote en numéro 2. Car il est désormais clair que le numéro 1 c'est Leclerc. Ils ont investi sur lui, ils l'ont amené à la Formule 1, ils l'ont emmené chez Ferrari, ils l'ont développé, donc c'est plus logique. Et voilà pourquoi Sainz serait plus facilement un numéro 2 que Ricciardo. On pourrait se dire que si c'est pour être numéro 2, Sainz n'a aucun intérêt d'y aller. Et pourtant, si. Parce que Ferrari, c'est dur de refuser, parce que Sainz n'a que peu d'options de top team dans l'avenir. On pourrait se dire que McLaren pourrait revenir au top en 2022, mais ça reste à faire. On pourrait se dire que le moteur Mercedes de 2021 pourrait beaucoup aider McLaren, mais intégrer un nouveau moteur n'est pas une chose aisée. Ferrari est donc une option plus viable pour Sainz. Il aura l'occasion de gagner des courses et de vivre une expérience unique, parce qu'il faut le rappeler, ce sont des humains avec des rêves. Sainz aura fait le même parcours que Fernando Alonso, arrivé chez Ferrari alors qu'avant il était chez McLaren, avant il était chez Renault et avant il était chez Minardi. Minardi n'existe plus. Très juste. Mais Minardi est devenu Toro Rosso. L'origine des équipes, allez le voir, c'est cool. Maintenant, l'autre surprise, c'est de voir Daniel Ricciardo chez McLaren. Du point de vue de l'Australien, c'est une belle occasion pour plusieurs raisons. La bonne entente avec Ocon n'est pas chose faite, et il aura déjà un contrat en cas de défaite. De plus, McLaren est une équipe qui s'est restructurée et qui peut attirer du monde après 2019. On l'a vu sur la piste, mais aussi en interne. Et puis Renault a bien confirmé ses ambitions de placer un jeune pilote de la filière en Formule 1. Pour McLaren, Daniel est un pilote qui peut apporter beaucoup,
de par son expérience et sa rapidité. L'équipage serait complet et rodé pour les changements de 2022. Au final, les dindons de la farce, c'est plus Renault qu'autre chose. Recruter Ricciardo était une excellente chose, c'était vraiment un super coup, mais leur saison 2019 en dents de scie a peut-être éloigné les espoirs de certains. Le projet n'est peut-être pas suffisamment solide, et je ne parle pas de l'équipe de Formule 1, mais du soutien que Renault apporte à son équipe. Maintenant, cela peut être une opportunité, mais c'est encore trop tôt pour le dire. Qui pour remplacer Ricciardo? Dans les jeunes pilotes Renault, nous avons 2 noms qui sont en tête de liste. Le chinois Guan Yu Zhou est une possibilité après une saison prometteuse en F2, mais on croit plus en Christian Lundgaard. Dans le cas où la filière ne verrait pas ses heures de gloire tout de suite, un autre nom apparaît beaucoup. Fernando Alonso? Je préfère garder ce cas de figure à part et n'en parler qu'en cas de retour de l'Espagnol. Ce qui serait un retournement de situation assez gros. Et sinon? Nico Hülkenberg pourrait ainsi faire son retour, mais l'image de l'écurie serait un petit peu atteinte. Enfin, qu'en est-il de Vettel? Il est peu probable que Vettel rebondisse dans une équipe du midfield. Étant 4 fois champion du monde, il est difficile de se suicider de la sorte. Red Bull a dit non à Sébastien, il ne reste que l'écurie allemande pour le germanique. Ce qui incomberait 2 choses. Un remerciement de Bottas et une entente avec Hamilton. Vettel n'a rien à perdre, mais Mercedes, si. Est-ce que Toto Wolff, dans un élan suicidaire, pourrait recruter Vettel avant de se barrer chez Aston Martin? On s'éloigne. Mais il se pourrait très bien que l'avenir en Formule 1 de Vettel ne voit pas le jour au-delà de 2020. Et je pense que c'est la solution la plus probable. Mesdames et messieurs, cette vidéo prend fin. C'était évidemment assez immanquable comme épisode, hein, parce que Ferrari qui se libère, ça part un peu... Quoi. Ouais, on s'y attendait pas du tout. Ah non. On s'y attendait pas du tout. Vous avez vu ce qu'il y a à gauche de l'écran? Et ce coup-ci, je me trompe pas de côté. Ce coup-ci, c'est vraiment à gauche de l'écran. Il y a Instagram. Qu'est-ce que vous attendez pour aller sur Instagram? Il se passe plein de choses. Est-ce que tu peux en témoigner? Les lives et tout, c'est très intéressant. Ah, vous voyez, si Teddy le dit. J'espère que cet épisode avec Teddy vous aura plu au fait, parce que c'est vrai, pour moi c'était normal vu qu'on avait tourné avant. Bah oui. Mais c'est vrai que pour vous, c'est la première fois que vous nous voyez tous les deux à l'écran depuis un petit moment. J'espère que ça vous a plu. Du coup, Instagram, on a Facebook où c'est un petit peu plus mort, je suis désolé, mais Facebook veut ça. Le lien du Discord est disponible aussi en description, tout comme le lien Utip qui vous permet de me soutenir. Et ceux qui ont fait des dons, vous n'êtes pas obligé de faire des dons, vous pouvez juste regarder une publicité gratuitement. Et c'est déjà c'est génial, c'est déjà bien. Et c'est génial, par contre, ceux qui ont fait des dons, je vous adore. Et vos noms s'affichent en bas. Autre chose, Teddy a une chaîne, t'as un compte YouTube où les gens sont allés s'abonner. Il a promis que s'il atteignait 100 abonnés, il fera une vidéo. Donc allez-y, le lien est aussi en description. Mais ouais, j'ai envie que tu te fasses chier à faire une vidéo. Ça peut être cool. Ouais, parce que là, t'as la partie sympa où tu cadres. Donc, partie montage, c'est autre chose. Ça sera à voir. J'en étais où? N'oubliez pas le commentaire, l'abonnement, le partage, la cloche et le pouce bleu. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer les transferts. Bah oui. À la prochaine. Salut les fans. Oh putain, on était carré de ouf. C'est bon ça. Yes.